J'étais assis tard dans mon bureau un vendredi soir, les yeux rivés sur la photo encadrée posée sur mon bureau. Elle représentait le directeur régional, toujours stoïque, d'une entreprise chimique aux côtés de ma femme, Grace, et de nos 3 enfants, à une époque où il croyait encore que j'étais un homme convenable. À présent, baigné par la lumière chaude des néons, tout autour de moi me semblait sombre et ironique. J'épluchais des CV pour recruter 2 nouveaux employés de bureau, en remplacement des femmes dont les maris avaient récemment obtenu des promotions. Cela aurait été banal et sans intérêt si ma vie personnelle n'avait pas commencé à se désintégrer, ou plutôt, si je ne l'avais pas moi-même précipité. En mon fort intérieur, je savais quel CV était supérieur. Cependant, manipuler la vie des gens était devenu pour moi un plaisir clandestin. J'étais absorbé par cette lecture quand mon assistante de direction, Cathy, a frappé à ma porte. « Ed, dit-elle, les 8 candidats ont confirmé leur présence aux entretiens de lundi. Avez-vous besoin d'autre chose ?» Je levai la tête et lui offris mon sourire le plus bénin, paternel, un masque que j'avais perfectionné au fil des ans. « Ce sera tout. »« Bonne nuit » murmurai-je. Elle sembla soulagée, comme si ma présence irradiait une obscurité intangible. Une fois qu'elle fut partie, j'expirai. Chaque jeudi, je me rendais dans un état différent de notre région, rencontrais nos représentants commerciaux pendant une demi-journée le vendredi, puis rentrais chez moi. De ce fait, ma femme, Grace, appréciait sa soirée entre filles tous les jeudis depuis 15 ans. Nous avions un arrangement confortable, du moins en apparence. J'étais libre de sillonner les routes et de nourrir mon ego dans le silence de ma berline, et Grace pouvait maintenir la maison exactement comme elle le souhaitait, faire ce qui lui plaisait et se divertir. Cependant, j'ai toujours prétendu que ces heures de solitude étaient un temps de réflexion précieux. En réalité, je savourais ce sentiment de contrôle. Mon point de vue derrière le volant, loin d'eux, me donnait l'impression d'être intouchable, caché à la vue de tous. Grace était assistante de direction au bureau du procureur de district, bien qu'elle soit bientôt mutée à un poste fédéral, c'était une femme intelligente, peut-être trop intelligente pour son propre bien. Belle, blonde, avec une silhouette qui faisait se retourner les hommes. Au début, elle me donnait le sentiment d'être digne simplement en me permettant de me tenir à ses côtés. Mais après 2 décennies de mariage, je ne ressentais plus cette admiration. Je ressentais l'envie d'orchestrer les événements en coulisses, de tester jusqu'où je pouvais pousser les gens avant qu'ils ne craquent. Lorsque le père et la mère de Grace ont commencé à emmener nos 3 enfants tous les 2 week-ends, ils ont dit que c'était pour nous donner le temps de nous reconnecter. Nous avons prétendu que cela sauvait notre mariage, mais en vérité, j'aimais avoir ces week-ends sans enfants pour me livrer à mes propres ruses. Plus je vieillissais, plus je réalisais que je m'épanouissais en contrôlant les résultats. Ce vendredi-là, je suis rentré tard. Grace était dans la cuisine, vêtue d'un chemisier élégant et sirotant du thé. Elle m'a à peine regardé. « As-tu fini avec ces entretiens ?» demanda-t-elle sans chaleur. « Il nous faut vraiment du personnel stable, sinon tout l'environnement de bureau va s'effondrer. »« Oui, j'ai fini. » « Lundi, de bon matin, dis-je, ressentant un léger agacement face à son ton désinvolte. Je l'ai observée pendant un moment. À cet instant, elle ressemblait à un chat, observant une souris avec arrogance. Sauf que je n'étais pas une souris. Nous avions fait un voyage familial d'un week-end au Grand Ole Opry, orchestré par Grace dans le cadre de ses tentatives de maintenir une certaine normalité ou de sauver les apparences. Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés dans ce restaurant, Lambert S., célèbre pour lancer d'énormes petits pains à travers la salle. Les enfants trouvaient ça hilarant. Moi, en revanche, je considérais l'endroit comme surestimé, nourriture trop cuite, cabine en bois exigu et trop de touristes bruyants. Grace coupa la musique dans le SUV. C'était mon signal. Elle voulait une conversation sérieuse. Ressentant cette subtile poussée d'excitation face au conflit, j'ai plongé la main dans la poche de ma veste et j'ai allumé un petit enregistreur. Elle n'a pas vu ma main bouger. J'étais devenu habile à tout documenter. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» demandai-je, feignant la chaleur. Son visage était fermé. « Ed, dit-elle doucement, as-tu déjà pensé à avoir une liaison ? Je veux dire, y as-tu vraiment pensé ?» La question était si effrontée qu'elle me surprit même moi. Pourtant, j'ai gardé mon sang-froid. « Et pourquoi, demandai-je lentement, te poserais-tu cette question ? » Elle fixa la route devant elle, la mâchoire serrée. Parce que parfois j'ai l'impression que nous sommes coincés. Nos vœux, ils ne signifient plus ce qu'ils signifiaient. La société a changé.
Peut-être que sortir de tout cela aiderait à éclaircir l'atmosphère. Mon esprit tournait à plein régime, envisageait de multiples possibilités. Astérisque est-ce qu'elle me teste, astérisque la vérité, c'est que j'y avais pensé, mais je n'avais jamais franchi le pas. Franchir réellement le pas pourrait perturber la vie soigneusement orchestrée que je manipulais en coulisses. Et ironiquement, je soupçonnais Grace d'avoir ses propres secrets. Je les soupçonnais simplement, mais je n'avais jamais rien attrapé. J'ai fait un signe de tête pensif, comme si je méditais sur de profondes vérités morales. Eh bien, j'apprécie ton honnêteté, dis-je. Mais non, je ne suis jamais allé aussi loin. Je respecte le concept de fidélité. Mon ton était intentionnellement empreint de suffisance. Je voulais qu'elle se sente mesquine, comme si j'étais l'époux moralement supérieur. Les narines de Grace se sont dilatées. Elle est restée silencieuse pendant plusieurs kilomètres. Puis, presque sur un ton monocorde, elle a dit « Je pense que tu devrais le faire. En fait, je te donnerai ma bénédiction si c'est ce qui te rendrait heureux. » J'ai forcé un rire affecté. « Grace, qu'est-ce qui a changé? La dernière fois que j'ai vérifié, tu accordais de la valeur à l'intégrité. » Elle a serré le volant. Les choses changent. Les gens s'ennuient. Et peut-être que moi, je m'ennuie suffisamment pour tenter quelque chose de radical. J'ai regardé par la fenêtre. Alors, elle veut que je commette un faux pas pour pouvoir justifier quelque chose. La dynamique du pouvoir dans mon esprit a changé. Je dois la surveiller de plus près. Nous avons fait le trajet suivant dans un silence tendu. À 2 reprises, elle a coupé la radio et a semblé prête à parler, mais elle s'est ravisée. Finalement, elle a imputé sa suggestion bizarre à la lecture de trop de romans à l'eau de rose. C'était le premier mensonge flagrant. Grace détestait ces romans. Nous sommes arrivés à la maison et avons trouvé mes parents avec nos 3 enfants. Mon père m'a coincé dehors, près du coffre de la voiture. Ed, a-t-il murmuré. Il faut que je te parle en privé. Ta mère et moi avons découvert quelque chose au sujet de Grace et d'April. Ta femme observe. Quel serait le bon moment pour parler? J'ai haussé les épaules avec désinvolture. Demain au bureau, ai-je dit avec une joie forcée, assez fort pour que Grace l'entende. Je t'aiderai à réparer ce meuble ou ce que tu veux. Il a acquiescé et s'est éloigné. Grace se tenait près de la porte d'entrée ouverte, les bras croisés. Ses yeux bleus étaient froids, méfiants. Tu vas quelque part demain, a-t-elle demandé. J'ai forcé un sourire. Tu m'as entendu. Papa a un petit travail pour moi. Je serai un peu en retard à la maison, mais nous nous débrouillerons pour le dîner. Elle a esquissé un sourire crispé. Très bien, a-t-elle dit, en se décalant pour me laisser entrer. Il y avait de la tension dans l'air. Nos enfants, amis, notre aîné, Eric, notre fils, et April, notre Benjamin, ne se doutaient de rien. Ils étaient assis dans le salon en train d'échanger des histoires avec ma mère. J'ai réalisé que je commençais à apprécier ce sentiment de confrontation imminente. Elle prépare quelque chose, et moi aussi. Le lendemain matin, mes parents sont venus à mon bureau. Nous avons verrouillé la porte. Cathy a apporté du café, puis nous a laissés en paix. Mon père s'est raclé la gorge. Ed, je suis vraiment désolé. Tu te souviens de cette blague idiote que j'ai faite il y a quelques mois? Acheter ces kits de test ADN pour les petits-enfants? Les soumettre à ancestry.com. Je me suis tendu. Bien sûr, je me souviens. Il a expiré. Nous avons obtenu une correspondance pour April. Une femme nommée Béatrice Smith affirme qu'elle est la grand-mère de la fille. Elle veut retrouver son fils, le père biologique d'April, et entrer en contact avec ses descendants. Mon cœur s'est emballé. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré, l'esprit tourbillonnant. Ou peut-être que ce serait possible si Grace avait une aventure, ou si elle avait un vieux secret. Appelons cette femme, ai-je dit. Nous allons élucider cela. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur, j'ai appuyé sur enregistrer et j'ai composé le numéro. Après 2 sonneries, une voix féminine rauque a répondu. Ici Béatrice Smith, a-t-elle dit. Comment puis-je vous aider, madame? Je m'appelle Edward Adams. J'ai été informé que vous aviez trouvé un lien ADN avec ma fille de 16 ans, April. Il est indiqué ici que vous pourriez être sa grand-mère paternelle. Sa voix est devenue sombre. C'est exact. J'ai abandonné mon seul enfant à l'adoption quand j'avais 15 ans.
Son nom d'adoption était Luc Barot. Mes résultats généalogiques montrent qu'April pourrait être sa fille. Le connaissez-vous? J'ai senti mon estomac se nouer. Luc Barot, procureur de district. Le patron de ma femme. Oui, ai-je chuchoté. Je le connais très bien. Béatrice a toussé. Je meurs d'un cancer du poumon. Stade 4. J'aimerais rencontrer ma petite fille avant de mourir. J'ai dégluti, luttant contre une vague d'excitation vindicative. Astérisque alors, Grèce trompe Luc depuis tout ce temps? C'est plus important que je ne l'espérais. Astérisque, nous allons organiser une visite, ai-je dit, nivelant mon ton pour paraître coopératif. Je laisserai mes parents conduire April jusqu'à vous un week-end. Je ne peux pas me libérer avec le travail, mais ils sont plus flexibles. C'est parfait, mon cher, a soupiré Béatrice. Envoyez-moi une déclaration notariée afin que mon avocat puisse faire un test ADN. Un important héritage est en jeu. Nous avons mis fin à l'appel. Mon père était assis là, les yeux exorbités d'incrédulité. Ma mère reniflait des larmes au coin des yeux. Je me suis contenté de fixer le téléphone. Astérisque Grèce. Oh, Grèce, tu ne te contentes pas de tromper. Tu as eu un enfant avec lui, astérisque. Ed, a murmuré mon père. C'est monstrueux. Grèce est-elle au courant? Je me suis frotté le menton. Elle le sait peut-être, ou elle soupçonne peut-être que Luc pourrait être le père d'April. Dans tous les cas, je suis sur le point de le découvrir. Dehors, j'ai remis l'enregistreur à Cathy. Transcrivez tout, faites des copies. J'en aurai besoin. Nous nous dirigeons vers un divorce, alors gardez ça secret. Ses yeux se sont écarquillés, mais elle a acquiescé. Oui, monsieur. Peu de temps après, j'ai fait entrer David, mon assistant de direction, et sa femme, Cheryl, dans mon bureau. Cheryl avait grandi près de chez Grèce. Elles n'avaient jamais été des amies proches, mais elles se connaissaient bien. J'avais besoin d'eux pour m'aider à creuser plus profondément. Écoutez, ai-je dit en fermant la porte. Je soupçonne Grèce et Luc d'être ensemble depuis des années, peut-être même d'avant l'anniversaire d'April. Il me faut des preuves. David fronça les sourcils. Tu es sûr, Ed? C'est bien ta femme? Je lui adressai un sourire crispé. Ma femme est celle qui m'a suggéré de la tromper, sans raison apparente. Il y a quelque chose qui cloche. Je soupçonne qu'elle veut me prendre en flagrant délit d'adultère pour obtenir un divorce qui lui soit favorable. Si elle parvient à me dépeindre comme l'adultère, elle triomphe complètement. Le regard de Cheryl s'intensifia. C'est manipulateur. Mais Grèce possède une arrogance. Elle se délecte de dominer les autres. Je me souviens de la façon dont elle prenait tout le monde de haut à l'école, affirmai-je en hochant légèrement la tête. Et j'en ai fini de tolérer ça. David, tu utiliseras le véhicule de l'entreprise pendant les 3 prochains mois, spécifiquement les jeudis soirs. Tu te rendras aux États-Unis à ma place. Cheryl, j'ai besoin de ta voiture personnelle. Je la conduirai, en m'assurant que personne ne soupçonne ma présence sur les routes. Grèce doit conserver la conviction que je suis toujours en voyage. Elle persistera dans ses activités habituelles du jeudi, ce qui me permettra de la suivre sans être détectée. Cheryl se pencha en avant. Si tu la prends sur le fait, contacte-moi. Je vais demander au répartiteur d'envoyer la police en réponse à un appel d'urgence bidon, conçu pour les humilier. Plusieurs agents nourrissent de l'animosité envers Luc en raison de la sévérité de ses condamnations. J'ai mis un petit rire. Parfait. Mon esprit s'emballa. Je reconnus cette sensation exaltante de tisser des fils complexes, comme une araignée construisant un piège dans l'ombre. J'ai tout orchestré. Je possédais le code d'alarme de la résidence de Luc, une faveur accordée par une vieille connaissance, Dal Britton, un ancien collègue de Luc qui avait quitté le bureau du procureur pour créer son propre cabinet. Dal nourrissait un grief contre Luc les jeudis. J'ai filé Grèce et la Ford Taurus décrépite de Cheryl. Elle conduisit son SUV extravagant jusqu'au Charlie's Bar and Grill. Luc arriva, vêtu d'un costume coûteux, et ils consommèrent du steak, en sirotant du vin comme s'ils fêtaient quelque chose. Je me suis garé discrètement, capturant des aperçus furtifs à travers les vitres teintées. Ils partirent séparément. Elle se rendit chez Luc. Je l'ai observé en train de saisir un code d'alarme sur le panneau latéral et se glisser à l'intérieur avec sa propre clé. 10 minutes plus tard, Luc arriva de la maison d'un voisin,
un homme dont le fils avait été incarcéré pendant des années à cause des poursuites impitoyables de Luc. Mes associés embauchés utilisèrent des caméras et des microphones cachés. Le voisin âgé détestait suffisamment Luc pour me permettre d'exécuter mon plan. Je surveillais le flux sur mon téléphone. Les caméras à l'intérieur du salon de Luc capturèrent Grace avec un chemisier partiellement déboutonné, exposant un soutien-gorge d'un blanc immaculé. Il l'embrassa, ses mains errant sur son corps, la pressant contre le mur. Elle gémit. J'ai entrevu son sourire narquois. Même dans la luxure, elle affichait ce léger basculement condescendant de la tête, comme si elle lui accordait un cadeau précieux. Le flux s'arrêta là, car j'avais demandé aux hommes de maintenir un ton suggestif, mais pas explicite. Je voulais suffisamment de preuves humiliantes sans enfreindre les limites légales. Mon téléphone vibra. Cheryl envoya un SMS. Ils ont engagé une prostituée pour t'approcher ce soir. Leur intention est de te filmer en flagrant délit d'infidélité. Je souriais avec suffisance. Imbécile. Je n'avais aucune intention de les laisser me saboter. David, au volant du véhicule de l'entreprise, simula une panne sur une route déserte et appela une dépanneuse. Pendant ce temps, je pénétrais furtivement dans l'allée de Luc, retirant les valves de ses pneus pour m'assurer que son véhicule restait bloqué. Par la suite, j'ai passé mon appel. 2 officiers en uniforme, nourrissant de l'animosité envers Luc, arrivèrent chez Luc avec des gyrophares. Ils frappèrent à la porte. Luc ouvrit, torse nu et décoiffé, tandis que Grace apparut derrière lui, enroulant un drap de lit autour de sa poitrine. « Madame Grace Adams », aboya un officier. « Il y a eu un grave accident de voiture dans l'Arkansas impliquant votre mari, Edward. Nous avons reçu l'ordre de vous trouver. Vos parents ont suggéré que vous pourriez être ici. » Les jointures de Grace blanchirent autour du drap. Ce n'est pas. Je suis simplement. Je rendais visite à un ami. Luc tenta d'obstruer la vue de l'officier. Elle part de toute façon dans peu de temps. Vous pouvez partir. Ils échangèrent des sourires forcés et maladroits. Passez une agréable soirée, vous deux, déclara l'officier, en se retournant avec un mouvement théâtral de sa lampe de poche. J'ai tout filmé depuis mon point d'observation. Parfait. Ils étaient terrifiés. À moitié nus dans cette porte, avec tout ce fiasco diffusé sur un groupe Facebook privé. L'humiliation à elle seule était inestimable. Cette nuit-là, Grace tenta de rentrer chez elle, mais j'avais changé les serrures. J'avais également une ordonnance restrictive en place, une faveur accordée par les relations de Dahl au sein du système juridique. Elle atteignit la cour avant, découvrit qu'elle ne pouvait pas entrer et commença à frapper à la porte. J'observais depuis une fenêtre à l'étage avec les lumières éteintes. Elle a contacté notre fille aînée, Amy, qui était confuse et inquiète. Finalement, une voiture de patrouille est arrivée et a informé Grace que si elle mettait les pieds sur la propriété, elle violerait une ordonnance du tribunal. Elle est repartie, furieuse. À l'aube, j'étais dans la cuisine avec Amy, Eric et April, à zapper entre les chaînes. Soudain, la chaîne locale a diffusé une alerte info fracassante. Le procureur de district Luc Barreau et Madame Grace Adams ont été filmés en direct sur les réseaux sociaux hier soir. Des sources indiquent qu'ils ont comploté pour piéger son mari, Ed Adams, avec une prostituée afin d'obtenir un avantage lors du divorce. La vidéo révèle également une liaison scandaleuse qui dure depuis des années. Mes enfants ont regardé l'écran, les yeux grands ouverts, tandis que le profil de leur mère, drapé dans un drap blanc, vacillait. La voix off d'un journaliste expliquait comment ils avaient prévu de me ruiner, comment l'idée de la prostituée avait échoué et comment la police leur avait rendu visite tard dans la nuit. Ma fille April, 16 ans, a soudainement compris. Alors, ça veut dire qu'elle n'est pas juste une trompeuse? Elle a fait tout ça dans ton dos? J'ai acquiescé, composant lentement mes traits pour afficher une tristesse paternelle, bien qu'intérieurement j'étais ravi de la façon dont j'avais si parfaitement orchestré tout ça. Votre mère a fait ses choix, ai-je dit, puis je me suis arrêté. April, il y a autre chose. Tu vas rencontrer ta grand-mère. La mère de Luc. Elle est gravement malade. Le visage d'April s'est tordu de confusion. Amy et Eric se contentaient de fixer l'écran, stupéfaits. Maman nous a toujours dit qu'on était tous tes enfants, a murmuré Eric, la voix tremblante. C'est une menteuse. Je lui ai tapoté doucement l'épaule. Oui, elle l'est, pensais-je. Mais vous ne saurez jamais avec quel soin j'ai joué mon rôle. Ce week-end-là, la famille élargie est arrivée pour nous apporter,
à moi et aux enfants, son soutien. Même le père de Grace. Mon beau-père était assis avec moi sur la terrasse, à partager une bière fraîche. Il avait l'air misérable. Édouard, je suis désolé. Je n'aurais jamais cru ma fille capable d'une telle arrogance. Elle a toujours pensé que le monde tournait autour d'elle, mais je n'aurais jamais imaginé que ça en arriverait là. Il a soupiré. Je ne vous en veux pas de la tenir à l'écart. Je lui ai à peine parlé depuis que la nouvelle a éclaté. J'ai fait un signe de tête compatissant. Intérieurement, j'étais satisfait, savourant la façon dont j'avais réussi à retourner même ses propres parents contre elle. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, ai-je menti, mais elle ne m'a pas laissé le choix. Cora, la mère de Grace, regardait avec colère une photo de Grace sur le mur de notre salon. Je lui ai toujours dit, respecte ce que tu as avant que ça ne disparaisse. Elle est tellement pleine d'orgueil. Cette fois, elle est allée trop loin. Mon beau-père a soupiré. Nous sommes en train de modifier notre testament. Ce qui aurait dû être l'héritage de Grace ira à vos 3 enfants, Ed. Ma propre fille est une étrangère pour moi maintenant. De l'autre côté de la pièce, j'ai remarqué qu'Amy me fixait, les larmes brillant dans ses yeux. L'atmosphère était tellement chargée de condamnation que j'ai presque eu pitié de Grace. Presque. Pendant ce temps, April voyageait avec mes parents pour rencontrer Béatrice Smith dans un état voisin. Pendant leur absence, j'ai reçu un appel téléphonique de mon père. Ed, cette femme, Béatrice, elle est inhabituelle. Cancer du poumon de stade 4. Mais elle a de l'énergie. Elle nous a raconté comment le père de Luc s'était retrouvé en prison pour avoir assassiné le mari de sa maîtresse. L'homme était violent, et apparemment Luc a hérité d'une tendance à la dureté. Elle, eh bien, elle adore April. Elles se sont connectées instantanément. Elle veut finaliser l'héritage et désigner April comme principal bénéficiaire. Tu seras le fiduciaire jusqu'au 25e anniversaire d'April. Vraiment, ai-je dit, contrôlant mon ton. C'est généreux. Elle a également insisté sur un test ADN pour confirmer la paternité d'April. Les résultats sont concluants. Luc est définitivement le père d'April. Il n'y a aucun doute maintenant. J'ai feint le choc. Je vois. Restons discrets à ce sujet jusqu'à ce que la tempête se calme, d'accord ? Il a murmuré. Nous avons raccroché. Je me suis frotté les tempes, un léger sourire étirant mes lèvres. Pauvre Grace, tous ses secrets se dévoilant d'un coup. Pendant que mes enfants étaient bouleversés par le scandale, le monde soigneusement organisé de Grace était en train de brûler. Elle était allée faire du shopping pour acheter de nouveaux vêtements. Elle a toujours aimé les marques chères, mais le gérant du magasin a refusé de la laisser utiliser la réduction pour le personnel dont elle avait parfois bénéficié. Une autre cliente a sifflé, tu aurais dû te douter que tu finirais déshonoré. 5 heures sur Facebook en direct à fricoter avec ton patron. C'est méprisable. Grace était humiliée. Folle de rage, elle est retournée en rampant chez Luc en début d'après-midi. La société de sécurité était passée, avait changé les codes et avait laissé une note sur la façon de tout réinitialiser. Elle a réalisé, tardivement, qu'il l'avait prise pour la femme de Luc. Ça l'a piqué au vif. Elle a fouillé dans le courrier et a trouvé la requête en divorce que j'avais déposée. Mes griefs comprenaient la fraude. Elle avait dissimulé la véritable paternité d'April, l'abandon émotionnel, l'adultère et la diffamation. Je demandais des dommages et intérêts importants. Si le tribunal était d'accord, elle et Luc seraient financièrement ruinés. Elle a ouvert une lettre que j'avais envoyée, la lisant avec des mains tremblantes. Grace, tu as essayé de me piéger pour divorcer, pensant que je suis assez naïf pour tromper. Sur tes conseils, tu me reproches tout ce dont tu manques dans la vie, comme si je t'avais forcé à vivre un mariage sans amour. Si tu me détestes tant, pourquoi rester marié si longtemps? Parce que ton précieux Luc ne voulait pas du fardeau d'élever des enfants, même les siens. Alors, tu as vécu un mensonge inextricable, m'humiliant dans mon dos. Pendant des années. Tu me ridiculisais en me traitant d'idiot ignorant, une proie facile pour tes manipulations. Nos enfants entendaient tes moqueries. Les enfants voient maintenant la vérité. Tu les as transformés en pions dans ton jeu d'échecs tordu avec Luc. La société le voit aussi. Quand tu chercheras des alliés autour de toi, tu ne trouveras que les fantômes de tes illusions. Continue à rire avec Luc si tu y tiens. Trinque à ta victoire ou affronte la réalité que tu as créée. Ed. À ce qu'il paraît,
Elle a sangloté inconsolablement après l'avoir lu, mais je n'étais pas d'humeur à la pitié. 3 jours plus tard, Grace a rassemblé le courage de retourner à la maison familiale pour récupérer des vêtements et des effets personnels. Je prévoyais qu'elle pourrait se présenter à l'improviste, alors j'ai organisé une autre scène humiliante. Ce soir-là, j'étais assis dans mon salon, le téléphone à la main, avec Eric et Amy. Dans la cuisine, nous avons entendu une voiture s'approcher sur l'allée de gravier. La poignée de la porte d'entrée a tremblé, suivie de coups bruyants. « Ouvre !» la voix de Grace portait. « Je dois récupérer mes affaires. » Je me suis levé, faisant signe à Eric de rester où il était. April était toujours en voyage, heureusement, elle n'assisterait donc pas au chaos. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro du commissariat. « Elle est là » ai-je murmuré. « Nous avons une ordonnance restrictive. Vous savez ce qu'il faut faire. » « Oui, monsieur. » Des agents sont en route. J'ai entrouvert la porte, la chaîne toujours mise. Grace me fixait du regard à travers l'ouverture, l'air tellement sûr d'elle. « Ed, laisse-moi entrer, sinon je vais casser une fenêtre. » Je lui ai lancé un regard froid. « Tu n'as pas le droit de t'approcher à moins de 150 mètres de moi ou des enfants. Cela inclut la maison, Grace. » Elle a frappé la porte avec sa paume. Nous savons tous les deux que c'était une ordonnance restrictive précipitée. Laisse-moi entrer. Je suis toujours copropriétaire de cette propriété. J'ai souri avec suffisance. Plus pour longtemps. Maintenant, recule avant d'aggraver les choses. À ce moment précis, 2 voitures de patrouille sont arrivées, les gyrophares clignotant dans un tourbillon de bleu et de rouge. Des agents ont bondi hors des véhicules en criant des ordres. Grace s'est retournée brusquement, clignant des yeux, confuse. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle lancé. « Vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller dans ma propre maison. » Un agent s'est approché. « Madame Adams, une ordonnance du tribunal vous a été signifiée. Vous êtes en infraction en étant ici. Nous devons vous demander de partir. » Le visage de Grace s'est tordu de fureur. « C'est ma maison, mes enfants. C'est lui le salaud manipulateur, pas moi. Vous ne comprenez pas ? Vous vous trompez tous. »« Madame, calmez-vous » a aboyé l'agent. Le refus de coopérer entraînera une arrestation. « Je veux mes vêtements » a-t-elle crié, sa voix se brisant, sa posture à la fois défiante et désespérée. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, laissant la scène se dérouler, savourant chaque seconde. « Messieurs, ai-je dit, avec un ton magnanime, je l'autoriserai à prendre une petite valise sur le porche. Si vous restez à côté d'elle, elle n'entrera pas. » Les yeux de Grace ont brillé de rage, mais elle a acquiescé avec raideur. « Très bien. Une valise, alors. Je me casse. » J'ai refermé la porte, suis monté à l'étage, et attrapé la valise bleue délabrée de notre placard et les remplis de ses vieux pantalons de survêtement bon marché, d'un vieux t-shirt et d'articles de toilette quelconques. Rien de fantaisiste. Puis je l'ai traîné sur le porche et l'ai posé à ses pieds. Ça devrait suffire. Elle m'a regardé comme si j'étais un démon. « Tu aimes vraiment me faire souffrir, n'est-ce pas ?» a-t-elle sifflé. J'ai incliné la tête. « Non, Grace. J'aime seulement révéler la vérité. » Des larmes ont perlé dans ses yeux, mais l'orgueil les a empêchés de couler. Elle a saisi la valise et s'est détournée. La police l'a escortée jusqu'à sa voiture, et je me suis retiré à l'intérieur. Derrière moi, Amy regardait, les yeux grands ouverts, depuis le couloir. J'ai refermé la porte, l'ai verrouillée et expiré. Mon cœur battait la chamade avec l'excitation d'une vengeance orchestrée. 2 jours plus tard, les parents de Grace ont tenté d'organiser une rencontre dans un café neutre. Ils avaient l'intention de lui parler du fiasco. J'en ai été informé lorsque mon beau-père m'a appelé pour me prévenir. « Ed, nous allons voir Grace. Pour la première fois depuis que tout ça a explosé, elle insiste pour que nous nous rencontrions. Nous voulons voir si elle montre des remords, ou au moins un certain sens de la réalité. » J'ai eu une autre idée. J'ai discrètement prévenu les nouvelles locales pour qu'un journaliste puisse les surprendre en public, ajoutant ainsi une pression supplémentaire à la crise de Grace. Ils se sont rencontrés au Bean & Roast, un petit café près du palais de justice. C'était le calme de la mi-journée, avec presque aucun client à l'intérieur. Grace est arrivée avec des lunettes de soleil foncé, ses cheveux tirés en arrière en un chignon sévère. Son père et sa mère étaient assis à une table près de la fenêtre avant. Dès qu'elle s'est assise,
Son père a dit, « Grace, nous sommes dégoûtés par ce que tu as fait. As-tu une explication à la douleur que tu as causée à cette famille? Tes enfants sont traumatisés. » Elle a baissé ses lunettes, son visage impassible. « Ne faites pas semblant d'être tous blancs comme neige. C'est vous qui avez insisté pour prendre mes enfants un week-end sur 2. Si vous les aviez laissés avec moi, j'aurais peut-être eu moins d'occasions de m'échapper. Y avez-vous seulement pensé? » La bouche de sa mère s'entr'ouvrit. « Comment oses-tu nous blâmer pour tes escapades? Tu avais un foyer décent avec Ed. Tu avais des enfants qui t'aimaient. Tu as tout jeté par la fenêtre pour Luc, cet homme sans valeur, juste pour pouvoir continuer à vivre comme une reine arrogante qui ne rend de compte à personne. » La mâchoire de Grace se contracta. « Oh, vous ne savez rien. Vous vantez les mérites d'Ed depuis des années. Il n'est pas le père doux qu'il prétend être. Il est manipulateur et dominateur en coulisses, et vous êtes tous aveugles. Il m'a tendu un piège. » Son père frappa la table, faisant teinter leur tasse. « Alors tu n'aurais pas dû te faire prendre. Si tu avais eu la moindre intégrité, il n'y aurait rien eu dans quoi te piéger. Ne le blâme pas pour ce que tu as fait avec Luc. Est-ce qu'elle t'a forcé à écarter les jambes pour cet homme? » Les joues de Grace s'embrasèrent. Deux femmes plus âgées à la table voisine altèrent bruyamment à cette remarque grossière. La mère de Grace ajouta, « Nous avons vu les images, Grace. Tu t'en es pratiquement vanté. Il n'y a plus de retour en arrière possible. » Grace les foudroya du regard, les larmes montant. « Je vois de quel côté vous avez choisi d'être. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Mais Ed? Il est derrière tant de ces pièges. Je voulais juste m'assurer de quitter ce mariage à mes conditions. Mais maintenant, tout est faussé en sa faveur. » Son père se leva. « Nous en avons terminé ici. Je n'arrive pas à croire que tu sois devenu quelqu'un d'aussi égoïste. Ne te donne pas la peine d'appeler à moins d'avoir l'intention de t'excuser auprès de tes enfants. » Lui et sa mère sortirent. Grace resta assise, abasourdie. Le petit café bourdonnait de chuchotements tandis qu'un pigiste de la presse locale capturait le dernier fragment avec sa caméra. La mortification se lisait sur le visage de Grace. Elle arracha ses lunettes de soleil, les jeta de côté et sortit en trombe. Une semaine plus tard, April revint de chez sa grand-mère Béatrice. Elle était devenue plus silencieuse, plus pensive. Ma mère et mon père l'accompagnaient. Dès qu'April entra, elle se précipita dans mes bras. J'ai laissé une lueur de chaleur sincère transparaître, oubliant un instant mon côté manipulateur. « Comment s'est passé ton séjour ?» lui demandai-je. Elle expliqua que Béatrice avait été gentille, honnête au sujet des ancêtres violents de Luc. Elle a aussi dit à April que rien de tout ça n'était de sa faute. « Nous avons eu de bonnes conversations », murmura April. Elle m'a dit de ne jamais laisser les péchés des autres me définir. Je lui tapotai le dos, simulant un calme paternel. « J'en suis content, dis-je. » Ce soir-là, April me confronta en privé. « Papa, je sais que tu dois détester maman pour ce qu'elle a fait, mais j'ai aussi l'impression que tu as appuyé sur tous les bons boutons pour la démolir. Je ne peux pas dire que j'ai de la peine pour elle, mais une partie de moi a peur. Tu es mon père, mais parfois tu me fais peur, toi aussi. » Je haussai un sourcil. « Tu penses que je suis injuste après tout ce qu'elle a fait ?» Elle haussa les épaules. « Je crois que tu aimes contrôler chaque pièce de ce puzzle. » Ses yeux, si semblables à ceux de Grace, mais dépourvus de méchanceté, se plantèrent dans les miens. Pris au dépourvu, j'esquissai un rire doux. « Je ne fais que protéger ce qui reste de notre famille. » Elle hésita, puis acquiesça et alla se coucher. La dernière lueur dans ses yeux me dit qu'elle n'était pas tout à fait convaincue, mais peu importait. Ce qu'elle croyait n'arrêterait pas les poursuites ni la vague irrésistible de condamnation qui submergeait désormais Grace. 2 mois plus tard, toutes mes actions en justice contre Grace et Luc prirent forme: fraude, abandon affectif, présentation de l'enfant de Luc comme le mien et dommages-intérêts pour le tourment mental infligé à moi et aux enfants. J'avais engagé le meilleur avocat de la ville, Dal Britton, un ancien collègue de Luc qui le méprisait. Une synergie parfaite en coulisses, Dal révéla une motivation personnelle glaçante. Luc m'a bloqué sur une affaire importante il y a des années. Cela m'a coûté une fortune en frais de justice. Maintenant, je peux le faire payer, dit-il avec un sourire. Et votre chère femme? Grace a facilité les choses en falsifiant des documents de paternité pour l'hôpital. Elle est cuite. Je fixai Dal.
Elle a vraiment falsifié des documents? Il hocha vigoureusement la tête. J'ai un contact qui a récupéré les registres de naissance d'April. Le nom de Luc était caché derrière des formulaires scellés ressemblant à une adoption. Pas de signature typique du père. Grace a manipulé le système pour vous faire apparaître comme le père. C'est une fraude intentionnelle. Au milieu de ces découvertes, je me suis souvenu des images de la caméra cachée. Grace pressant Luc contre le mur du couloir dans sa maison, son chemisier pendant sur une épaule, ses mains agrippant sa taille. Elle chuchota, il est tellement naïf, pendant qu'ils s'embrassaient avec passion, son visage se tordant d'une joie arrogante. Les réponses de Luc étaient noyées dans le bruissement des vêtements, mais je l'entendis dire, dès qu'il fait un faux pas, on l'enterre. Ensuite, toi et moi pourrons vivre librement. Grace rit, accrochant sa jambe autour de sa hanche. Les caméras ont capturé suffisamment d'éléments pour confirmer leur liaison lascive sans tomber dans des détails explicites, assez pour me dégoûter de voir à quel point il semblait à l'aise, à quel point il semblait avoir l'habitude. Je me suis souvenu à quel point ce moment avait alimenté ma détermination à les traîner dans la boue. Samedi arriva, et une vague de la parenté de Grace débarqua, proclamant son choc. Ils déferlèrent dans mon salon. Une cousine lança, sèchement, « Ed, tout cela est-il vrai? Le nom de Grace est-il traîné dans la boue? Fallait-il que tu rendes ça aussi public? » Je haussai les épaules. C'est elle qui m'a forcé la main. Elle n'a pas vraiment fait dans la dentelle, n'est-ce pas? La tante de Grace fronça les sourcils. Tu l'as punie. Tu l'humilies. Vous auriez pu mettre fin au mariage discrètement. Mon fils adolescent, Eric, intervint. C'est elle qui nous a humiliés en premier. Elle a menti sur le père de ma sœur. Elle a essayé de détruire la réputation de papa. Elle a tout gâché. N'attendez pas de papa qu'il soit clément avec elle, maintenant. Cela les stupéfia et les réduisit au silence. Ils s'éclipsèrent peu après. Je restai là, faisant tournoyer un verre d'eau, avec un sentiment plus sombre de triomphe. Même la famille élargie de Grace ne trouvait plus rien pour la défendre. Un vendredi soir quelconque, Grace et Luc essayèrent de dîner à nouveau chez Charlie S. L'endroit se vida complètement autour d'eux. Les gens les fixaient, chuchotaient et pointaient du doigt. La serveuse les informa brutalement, nous avions des gens qui attendaient des tables, mais quand ils vous ont vu, ils ont dit qu'ils mangeraient ailleurs. Ils ont vu la vidéo. Ils ont lu la lettre d'aide. Furieuse, Grace jeta de l'argent sur la table et sortit en trombe, Luc à sa suite, à la porte. Ils tombèrent sur ses parents, qui attendaient eux aussi une table. Grace tenta une salutation. « Maman, papa, je... » Son père lança à Luc un regard assassin. « Monsieur Barreau, disparaissez de ma vue. Vous avez ruiné notre fille. » Bien qu'elle n'ait pas eu besoin de beaucoup d'aide, la mère de Grace se détourna, refusant même de la regarder. « Tu n'es pas la bienvenue avec nous », furent les seuls mots qu'elle prononça. Humiliée, Grace tituba à l'extérieur, les larmes ruisselant sur son visage. Luc posa une main sur son épaule. Elle la repoussa. « Ne me touche pas », grogna-t-elle, s'effondrant en sanglots sur le parking. Le temps passa. Le temps passa. Grace appelait les enfants avec insistance. Amy bloqua son numéro. Eric raccrocha le téléphone. April resta silencieuse. Luc luttait pour conserver son emploi fédéral à Saint-Louis alors que le comté exigeait qu'il rembourse des dizaines de milliers de dollars. Ils se débarrassèrent de leur voiture de luxe, louèrent un appartement exigu de 2 pièces et se préparèrent au procès pour fraude. Si je gagnais, la loi du Missouri ne leur laisserait que 10 000 dollars chacun. Un jour, April vint me voir, stoïque depuis la mort de grand-mère. « Papa, nous avons besoin d'une réunion. Je veux qu'ils comprennent que l'héritage est intouchable et qu'ils fassent face aux dégâts qu'ils ont causés. » Dal organisa cela, une pièce au mur de verre, baignée de soleil. Grace était vêtue d'un costume bon marché, Luc avait l'air épuisé, et leurs avocats semblaient tendus. April était assise à mes côtés, impassible. « Je sais pour votre père, dit-elle à Luc. Grand-mère me l'a dit. Vous avez fait pression sur maman. Je n'étais qu'un problème pour vous. » Grace tenta de parler. April. Ce n'est pas ça, l'interrompit April. Arrêtez. Vous m'avez menti. À papa. Pour ton avenir avec Luc. Dal fit glisser une enveloppe contenant le testament de Béatrice à travers la table. Tout revient à April. Une fois qu'elle a appris la vérité.
Les années de tromperie de Grèce. Commença-t-elle? Elle a changé ça. April fit face à Luc. Vous perdez tous les deux. Tu n'es rien pour moi, murmura Grèce. Nous pouvons arranger ça. Le regard d'April était acéré. Il n'y a rien à arranger. La mâchoire de Luc se contracta. Mon cœur battait la chamade. C'était l'acte final, impeccable. Grèce et Luc firent tous deux faillite, écrasés par les frais de justice et la restitution forcée pour leur fraude. Leur réputation publique était en lambeaux, et ils étaient confrontés à un déluge de poursuites civiles initiées par mon avocat, Dal. Grèce essaya d'appeler nos enfants amis, Eric et April, mais ils la rejetèrent tous catégoriquement. Même sa propre famille élargie la fuyait, lui reprochant son arrogance et sa tromperie pour cette chute. Pendant ce temps, j'ai reçu un soutien communautaire écrasant. Le journal local publia ma lettre ouverte à Grèce, alimentant la sympathie pour mon sort et la condamnation du leur. Les derniers mots d'April à Luc furent « Tu n'es rien ». Nous sommes passés à autre chose, plus fort.